Et si on parlait de sport? Une émission produite et réalisée par l'association Et si on parlait de sport et animée par Laurent Garnier et Adrien Picou. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Et si on parlait de sport pour cette 134e émission. En ce 31 décembre, on s'apprête à franchir ensemble la ligne d'arrivée vers 2026. Quelle joie de passer ce cap en votre compagnie. Aujourd'hui, on vous embarque pour 60 minutes de pur plaisir sportif, un tour d'horizon vibrant des grands moments de 2025, un débrief façon vestiaire d'après-match, des Jeux Olympiques et Paralympiques, les exploits internationaux, les réussites françaises, les nouveaux courants qui traversent nos sociétés, et bien sûr ce que nous réserve l'année 2025. Toujours dans l'esprit de notre association, écoute, partage, passion et cette envie sincère de mettre en lumière le sport pour toutes et tous. Un immense merci à nos partenaires LG Consultants, Samper Connect et le magazine Sport Région avec André Lafenêtre et l'agence Bellombra avec Bruno Hamet, des partenaires qui jouent avec nous dans la même équipe et qui portent le maillot avec fierté et qui considèrent comme nous que le sport est avant tout une aventure humaine et incroyable. Et puis, comment ne pas saluer notre Dream Team de Et si on parlait de sport, l'animatrice, animateur, chroniqueur, consultant, bénévole, une équipe soudée, engagée, enthousiaste qui donne tout sur le terrain chaque semaine pour faire vivre cette émission autrement, intensément. D'ailleurs, puisque vous êtes au cœur du projet, c'est le moment de nous rejoindre dans notre grande campagne Devenez supporter de l'émission Et si on parlait de sport. Rejoignez notre tribune, notre COP, notre communauté. Cette émission est la vôtre autant que la nôtre et c'est ensemble que nous continuerons à la faire grandir. Alors installez-vous confortablement, montez un peu le volume, laissez-vous porter par l'énergie du nouvel an, par cet élan collectif qui nous rassemble. Le coup d'envoi est donné et tous ensemble, nous allons passer une très belle année avec Et si on parlait de sport ? Place à la première mi-temps de cette émission spéciale Jour de l'An, Et si l'on parlait de sport, avec au micro nos consultants Bernard Pujol et Nicolas Coumel-Salver. Et si on parlait de sport ? Première mi-temps. Et aujourd'hui, dans cette première partie, place à un rendez-vous très spécial, le bilan sportif de l'année 2025. Une édition qui s'annonçait riche en décryptage et en perspective. Et pour mener cette première mi-temps, j'ai le plaisir d'être entouré de deux invités de marque. Bernard Pujol, qui est le président du comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne, et Nicolas Coumel-Salver, qui lui est chargé de l'événementiel et de la communication pour l'association Un maillot pour la vie. Bonjour à tous les deux. Salut Laurent. Bonjour à toutes et tous. Alors, tous les deux ont accepté le temps de cette émission de laisser leurs couleurs respectives au vestiaire pour nous livrer un regard éclairé, passionné et affûté sur les moments forts, les surprises et les enjeux de cette saison sportive. Bienvenue bien sûr à tous les deux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Adrien de m'accompagner dans cette émission. 2025 touche à sa fin et quelle année! Entre exploits individuels, records historiques et domination collective dans de nombreuses disciplines, le sport français et international nous a offert un spectacle varié, joyeux, parfois et souvent spectaculaire. Voilà, on va démarrer donc cette émission. On est très heureux de vous accueillir. Et on ouvre cette année, rappelez-vous, on est en 2025, c'est le mois de janvier, avec une épreuve exceptionnelle. C'est cette épreuve éprouvante en mer qui est le Vendée Globe. Bernard. Oui, le Vendée Globe, donc tous les 4 ans sur les grands océans par vent et marée. 2025, belle performance de notre Normand préféré, Charlie Dalin. Il boucle son tour du monde en solitaire en 64 jours, 19h22 et 49 secondes pour être précis. Il pulvérise ainsi largement l'ancien record de 2017 qui était détenu par Amel Lecléache. Il bat le record de plus de 9 jours. C'était très impressionnant. Je suis tout à fait d'accord, Bernard. Alors, moi, c'est vrai que justement, je salue la performance de Charlie Dalin qui a juste fait ce qu'il fallait avec ce tour du monde juste magnifique. Je voulais juste faire un petit coup d'éclat, donner un petit coup d'éclat à Violette d'Orange parce que elle sur cette édition, elle est quand même arrivée 25e. C'est une bonne performance. Elle a su faire parler d'elle parce que c'est quand même à 23 ans qu'elle a réussi à faire ça. C'est 90 jours, 4 jours de moins par rapport à la dernière Benjamine de cette compétition. J'ai quand même envie de saluer la performance pour qu'il y ait et du garçon et du féminin.
Honneur aux dames, bravo en tout cas, merci pour Violette Derange qu'on salue. À côté de cela, il y avait aussi le fameux rallye Paris-Dakar, qu'on appelle le Dakar Rally aujourd'hui, 47e édition, qui s'est achevée en Arabie Saoudite. Victoire de l'Australien Daniel Sanders sur KTM, tandis que le Français Adrien Van Beveren place un beau une troisième place chez Honda. Et en auto, c'est le local Yazed Al-Raji qui est sur Toyota qui impose sa loi. Qu'est-ce que ça t'inspire toi Bernard, ce rallye Paris-Dakar? Ça m'inspire toujours le rêve et la grande attente chaque année maintenant instaurée depuis les Sabines. On attend ce moment-là. C'est une bonne période de l'année, l'aventure, l'endurance, la navigation, des sports mécaniques qui sont à part. Ils demandent beaucoup de qualité, d'organisation pour les participants, mental d'acier, de la stratégie, du courage et parfois et bien souvent de la folie. Février, c'est d'abord la poudreuse, la glace et le biathlon. Au mondial de biathlon 2025 à Lanzarote, l'équipe de France a été impériable, avec 13 médailles, dont 6 titres, pour terminer première nation du classement. Ouais, c'est vrai que les Bleus ont brillé dans presque chaque discipline du programme. En relais comme en individuel, ça montre vraiment la profondeur de talent qu'on a. J'ai vraiment envie de me projeter sur 2026. Alors je sais Laurent qu'on le fera après, mais ça promet quand même de belles promesses avec, je me permets d'en parler, Quentin Fillon-Maillet qui a juste remporté avec les Bleus le relais masculin justement ce week-end-là. Il est cinquième actuellement au classement. C'est chez lui en plus, donc on se projette sur 2026. Et sur le plan international, le Danemark a été encore une fois championne du monde de handball. Une 4e couronne consécutive, un record tant qu'à nos Français. Ils repartent avec le bronze après une très belle bataille contre le Portugal. Oui, Adrien, le handball mondial reste dominé par les Danois, comme tu viens de le dire, mais le bronze des Bleus prouve qu'il y a de la relève, du charisme, de l'envie, de l'ardeur chez nos Français. Autant que chez les féminines, il faut le relever, puisqu'on sort des championnats à Rotterdam. Les féminines ont également eu un accès au bronze aux Pays-Bas, donc le handball est en bonne marche et tant mieux. Surtout qu'en plus de ça, il faut pallier à la déconvenue qu'il y a eu en 2024. Surtout que voilà, on sait qu'il faut se reconstruire et se rattraper. La retraite de Karabatic va peut-être jouer. On verra justement comment ça se passera. C'est comme ça dans tous les sports, mais quand on voit la performance des Bleus au JO, on se projette sur la suite et on espère que ça sera mieux. Et on espère que ça sera mieux. Nous, on est passé donc maintenant au mois de mars 2025. Je vous resitue. Diversité, jeunesse, espoir dans plusieurs disciplines. Mars est un mois foisonnant en salle, au championnat d'Europe d'athlétisme à Alpes d'Ormes. L'équipe de France remporte 8 médailles, dont une or. Le meilleur résultat depuis 2013. C'est un vrai motif de satisfaction, Nicolas. Ouais, c'est vrai que les Français montrent justement de belles performances sur piste. C'est vraiment encourageant puisqu'on peut constater que le travail paye, quelles que soient les générations, petits ou grands. L'athlète fait vraiment ce qu'il faut puisque l'histoire démontrera que cet été, on y viendra. Jimmy Gressier a performé sur le 10 km, sur le 10 bornes avec un record du monde, 97. C'est génération jeune, donc c'est quand même à souligner. On y viendra après. Ouais, mais c'est pas tout parce qu'en mars, il y avait du ski alpinisme aux mondiaux de Morgin. Les Français ont décroché 10 podiums sur 18 possibles. En paraski de fond, faut pas oublier 2 podiums dont une médaille d'or et une de bronze. Et bien sûr, Bernard, on va parler rugby parce que quel régal! Les Français vainqueurs du tournoi Destination avec 30 réalisations. Le 15 de France bat le record d'essais en une édition détenue par l'Angleterre depuis 2001. Ça doit te faire plaisir. Champion après 30 essais inscrits, un record d'efficacité. Oui, bien sûr, ça me fait plaisir et ça fait plaisir à tout le monde. Tellement on attend également, on parle du Paris-Dakar et on parle là du tournoi des destinations. C'est instauré, on attend ça dans nos salons, bien engoncé dans nos fauteuils pour voir ces joutes qui nous tiennent toujours en haleine. Donc les Français, effectivement, sont revenus à un très très bon niveau, bousculent maintenant nos voisins amis anglais. On bat le record des essais parce qu'on a une génération, un système de jeu, une dynamique qui nous procure beaucoup de plaisir et d'efficacité. On a des fusées. Quand on voit les mecs qui accélèrent maintenant, c'est exceptionnel. On parlait du TGV avec Patrick Estève il y a 30 ans. Maintenant, on est sur Ariane 4. Et notre ami Louis, le Bordelais, qui est effectivement le gendre idéal, avec ses grandes pattes qui fait la nique à tout le monde. On est debout sur nos fauteuils et on ne peut que se réjouir et d'attendre effectivement
les nouvelles journées d'hiver de ce fameux tournoi Six Nations. Attention, avec des Anglais qui, sur leur dernière performance et prestations, sont redevenus de bons, vrais Anglais compétitifs. De sérieux clients, oui. Sérieux clients, tu l'as dit, Nicolas. Sans oublier le relais international au championnat du monde d'athlétisme en salle à Nankin, en Chine. Julie Bonin remporte le titre à la perche, 4,75 m, un record de France égalé. Et Willem Bellocian décroche, lui, l'argent sur 60 mètres. Et côté neige, en ski boss à Saint-Maurice, Perrine Lafont, notre Perrine Lafont régionale, remporte le titre mondial. Son 6e titre dans l'épreuve, Nicolas. Ouais, c'est ça, c'est quand même l'éclosion de jeunes talents, de bonnes petites prouesses. Et le maintien de grands champions, on l'a vu justement avec les mois précédents, il y a du jeune, avec de la fougue, il y a de la sagesse, avec un petit peu plus d'expérience et d'âge. C'est exactement ce qu'il faut pour la pérennité du sport tricolore. J'en profite également pour dire qu'avec le sport performance, qu'on rappelle créé par Claude Onesta, il y a quand même un développement de l'initiation de la pratique sportive qui est quand même décuplé. Donc voilà, c'est dans la lignée de ce qu'on dit. Il y a quand même de la haute performance, l'héritage bleu. Donc toute cette synergie apporte quand même de bons petits résultats. Ça a été l'occurrence présent sur ces championnats du monde d'athlétisme en salle. Alors Bernard, je vais me tourner vers toi parce qu'il y a quand même une nouvelle historique côté sport mondial et là c'est un peu ton costume que tu vas remettre pour quelques secondes. La 144e session International Olympic Committee a élu Kirsty Coventry, présidente, première femme à occuper ce poste, un tournant symbolique. Oui, effectivement, on peut se réjouir des dames qui viennent maintenant rejoindre les hommes dans les instances. On le souhaite, on le constate et on est vraiment ravis. Donc cette dame zimbabwéenne de nationalité est la première dame du Comité international olympique. Nous pouvons la féliciter et nous avons besoin de plus en plus de forces féminines pour représenter les instances et également la répartition géographique sur notre planète sportive. Qui remplace Thomas Bach en plus, je crois, ancien champion olympique de fleuret en 76. Qui était là depuis un bon bout de temps quand même. Ouais. Ouais, qui a un bon travail. Et puis je pense qu'elle a même gagné largement, si je ne m'abuse, au niveau des scores, Bernard. Oui, effectivement, elle a été plébiscitée. C'est une bonne chose. Il y a cet élan. On le voit dans les organisations, on le voit dans le sport, le club des 300, les dames que l'on accompagne, que l'on accueille de plus en plus fort et qu'elles n'ont pas douté qu'elles ont totalement leur place, les capacités, tout à fait. Leur capacité, et que on les encourage à venir rejoindre. La pratique, c'est une chose. Les instances, mais à plus haut niveau, il faut qu'elles soient décisionnaires de ce qui se passe dans le sport. Bravo et salut mesdames. Voilà, donc on va passer au mois d'avril, mars, donc on passe en avril avec la montée en puissance des sports de combat, du vélo et du freestyle. En avril, la France élargit encore son éventail de disciplines puisque en lutte au championnat d'Europe à Bratislava, les Bleus ramènent 5 médailles, une en or, 3 d'argent et une de bronze. En badminton, en européennes à Orsens, c'est historique. Alex Lanier devient le premier Français champion d'Europe en individuel. Et en double, Christophe Popov et Thomas Junior Popov raflent eux aussi l'or. Et en cyclisme, un exploit, la grande favorite, Pauline Ferrand-Prévot remporte pour la première fois de l'histoire le Paris-Roubaix Femmes, un exploit monumental. Oui, tu l'as dit, le Paris-Roubaix et ses pavés, ça doit sauter quand on a un petit nid de poule dans nos rues. Ça doit secouer sur la selle, ouais. Et ça doit secouer, donc effectivement, c'est une très très grande performance. Pauline Ferrand-Prévot, on la connaît, on sait que c'est une grande championne, elle a l'habitude d'être devant et sur les podiums, mais première fois de l'histoire, Paris-Roubaix Femmes, c'est un exploit remarquable et monumental. Non, mais c'est surtout qu'en plus de ça, en 2025, elle décide vraiment de se consacrer à la route. Et que justement avec l'équipe Visma Lease, qui a finalement bien réussi, puisqu'elle a réussi à remporter le Paris-Roubaix. Pauline Ferrand-Prévot, qui est donc notre championne olympique VTT, qui effectivement arrive sur la piste, sur la route par contre, et qui remporte pour la première fois de l'histoire le Paris-Roubaix Femmes. Et comme tu l'as dit à l'instant, Nicolas, une performance. Et on va voir que ce n'est que le début, puisqu'on est dans cette histoire et on raconte cette histoire. Nous sommes donc en avril 2025. Bernard, sur d'autres sujets, non, là-dessus, sur ces points-là, on est clair. Badminton, petit... Oui, effectivement, on est dans des actus de badminton et tous ces sports. On voit et tout ça illustre l'équilibre entre disciplines traditionnelles et sports émergents. Et c'est remarquable de voir que il y a une effervescence
Tous sports confondus. Tu as parlé du badminton, on a parlé de la révolution et de la haute performance, et les courses étant de plus en plus exigeantes physiquement dans le calendrier, c'est remarquable, et le sport nous amène toujours plus loin, toujours plus haut, quoi. C'est Toujours plus fort. Toujours plus fort. Et voilà, et donc on avait toujours au mois d'avril le freestyle et le ski de snowboard. Il y a de la renaissance, l'équipe de France de ski et snowboard freestyle repart avec 5 médailles et autant de 4e place, c'est prometteur. Quant à notre Perrine Lafont, on le disait, c'est un 6e titre mondial en ski boss, elle continue d'écrire l'histoire. Tout à fait, surtout que quand on combine sport de combat, sport technique et sport extrême, la France confirme cette capacité à bien se débrouiller et à rivaliser partout. En individuel, en équipe, chez les hommes comme chez les femmes, tout se passe pour le mieux. Notez quand même que depuis le début de l'émission, les filles sont bien mises à l'honneur et justement elles le méritent puisqu'elles font de belles performances et ça va très vite continuer dans l'année et on se projettera sur 2026. On peut faire en cette fin d'année la petite blessure de Perrine, notre ariégeoise des Monts d'Olme, que l'on salue et on est très très fiers de ses performances. Et le 6e titre mondial en ski de boss et les Jeux Olympiques qui vont lui tendre les bras. Perrine, on est avec toi et on te souhaite un très très bon rétablissement. Tout à fait. Allez Perrine. Et un petit scoop, on devrait recevoir à l'antenne Perrine Lafont prochainement. J'ai vu ça avec le président qui est venu nous voir la semaine dernière. Le teasing. Qui effectivement, donc on espère que d'abord elle se remet bien, mais on devrait la voir à l'antenne en tout cas. On passe au mois de mai avec mois d'endurance, de la suprématie sur l'eau et de l'explosion collective. En mai. Oui, en mai, l'équipe de France de rugby fauteuil remporte son 3e titre européen consécutif. Victoire 53-49 contre le Danemark. Le rugby féminin, pour sa part, termine à un petit point d'une victoire en finale dans le tournoi des 6 nations contre les Anglaises à Twickenham, 43-42. C'est le genre de résultat, Adrien, qui marque les esprits. On est éclectique, on est dans la diversité. Le fauteuil, le paralympique, le haut niveau féminin, toutes les disciplines sont présentes, toutes les formes de jeu, de sport. Et c'est remarquable, c'est très 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 fort et c'est vrai, c'est vraiment ça le sport, c'est la diversité, la performance et toute cette multitude de disciplines masculines, féminines qui vont dans le même sens et qui vont dans le même sens, oui. Je pense qu'elles ont fait, et pour rajouter ça, je pense qu'elles ont fait un gap là-dessus, les Françaises au rugby, et je pense que maintenant elles se sont améliorées et ça fait que plaisir à voir dans les années, dans le tournoi de 6 nations qu'elles ont fait de cette année, et je pense que c'est de bon augure pour la suite. Elles suivent le mouvement des garçons et elles ont raison. Et on continue toujours en mois de mai, en karaté, on n'en parle pas souvent, moins de 84 kilos, le français Mehdi Filali décroche un 2e titre de champion d'Europe. En canoë-kayak aussi, Camille Préjean s'impose en Europe devant sa compatriote Angèle Hugues. Et sur le bitume du Mans, en MotoGP, alors là, exceptionnel, c'est Johan Zarco pour les amoureux de moto, dont je suis, qui redonne le sourire aux fans, le premier français vainqueur du Grand Prix de France depuis 1954. Bernard, tu dois te souvenir de 1954 quand même. Oui, tu poses pas la question à moi. Toi, tu n'étais même pas prévu, peut-être, Nicolas. Même pas confiant, sûrement pas, non. J'avais, je vais pas le dire pour le public, bon, j'étais tout petit, biberon en main, effectivement, 54, c'est loin. Et nos pilotes, que ce soit Zarco ou Quartararo, qui sont des fiertés pour nous, se battent effectivement au plus haut niveau. Et c'est tellement difficile, le sport mécanique, la moto en particulier, c'est fou, sont des prouesses, c'est le paroxysme de la performance mécanique. Bravo, Johan, tu es notre fierté. Tout à fait. Nicolas. Ouais, mais on peut constater avec tout ce que tu as pu dire, Laurent, et toi aussi, Bernard, que rarement un mois n'a été aussi dense, que ça soit de la glisse, que ça soit les sports mécaniques sur la route, en passant par les sports de combat, l'éventail est quand même saisissant. Alors moi, je veux quand même en profiter, Laurent, pour féliciter Mehdi pour sa récente médaille d'or au championnat d'Europe, même si ce natif de Marseille n'a pas performé au Caire le mois dernier, mais voilà, il fallait quand même que je le souligne puisque en ligne de mire, Los Angeles 2028. Faut espérer pour eux. Et oui, et en juin, du ballon ovale, le rugby féminin, les Lionnes bordelaises remportent pour la 3e fois consécutive le championnat de France, bien évidemment, contre Toulouse, 32-24. Bon, c'est pas un bon souvenir ça pour nous les Toulousains, mais bon, on va accueillir
On va accueillir sportivement ce résultat, Bernard. On leur laisse un peu de place Ça va être entre impartial, les ouais. filles et les garçons, avec les polémiques, les jalibert, les tamags, les filles. Il faut laisser un peu de place de temps en temps à nos amis bordelais, parce que imaginez qu'ils nous coupent Un petit peu, mais pas beaucoup, par contre. les gabarres qui nous approvisionnent moins en vin, on ne sait pas. Il faut que ça reste sportif, tout ça. Bien Et entendu. puis, Vive le Bordelaise et vive les Toulousaines également. et puis si on est devant la scène tout le temps, au bout d'un moment, c'est qu'une habitude. Il faut à un moment laisser donné, un peu quoi. aux autres. Ouais. Il faut laisser un peu aux autres, surtout que ces mois montrent que la France ne mise pas tout sur un seul sport phare. On construit une diversité et une richesse. Alors oui, c'est vrai que il faut dire bravo aux Lions bordelaise, même si ici c'est quand même Toulouse. Mais en tant que chauvin de région, oui, il faut quand même féliciter nos stadistes pour leur victoire en top 14, puisque c'était à ce moment-là aussi. Alors, juste, il y avait encore un petit point qu'on voulait rajouter. Mais aussi des performances majeures en canoë-kayak eau vive. 7 titres, 21 médailles en escrime. Championnat d'Europe à Gênes, 9 médailles dont 5 en or. Et le rugby à 13, le Toulouse Olympique 13 termine la phase aller en tête après une victoire 24-16 contre les London Brocons. On embrasse notre Théo, notre Théo favori, mais comme je disais, c'est vrai que la France fait vraiment ce qu'il faut sur beaucoup de disciplines. Ça fait beaucoup de bien, puisqu'on voit justement que y a toute cette synergie, toute cette richesse, toute cette globalité qui va dans le même sens, comme on le disait ensemble, Bernard. Et on félicite un petit peu tous ces athlètes, toutes ces équipes, puisque elles mettent le sport français en général sur le devant de la scène, et de la meilleure des manières. Oui, Nicolas, oui, effectivement, on se rend compte que ce soit dans l'eau, que ce soit sur les océans, dans les eaux vives, que ce soit en escrime, la France est vraiment très très présente dans de nombreux sports et nombreuses disciplines, on peut s'en féliciter. Je voudrais saluer très amicalement nos amis du 13, du Théo particulièrement, et j'ai un peu de sentiment pour avoir porté quelques années les couleurs, excusez-moi de me mettre en avant, mais j'en ai un souvenir ému, et je suis très très ami avec nos amis du 13. Le Toulouse Olympique 13, dirigé par notre ami Olivier Dubois, effectivement a gagné les London Moscow et effectivement ont eu le titre. Mais il monte également et accède à la On en parle Super League. après. On est toujours au mois de juin-juillet. On n'a pas On se encore. projette déjà. Là, on est dans le passé toujours, Bernard. Donc voilà, je t'ai senti lancé déjà. Mais en juillet, on se remet dans l'ambiance. On est juillet, été explosif, cyclisme, sport extrême, glisse urbaine, héroïne et héros. Juillet a commencé bien sûr par le fameux grand départ du Tour de France 2025, qui est lancé depuis Lille. Pas de Français sur le podium final, avec une victoire bien sûr de le fameux Tadej Pogačar pour la 4e fois, mais l'événement donne le la du cyclisme mondial, Bernard. Voilà où on est actuellement, donc pas trop vite. Oui, effectivement, j'avais sauté un petit peu le tour et j'avais anticipé, c'est l'enthousiasme et le plaisir qui me le faisait faire, oui. Alors, même sans podium tricolore, bien qu'on entend dire que de nouvelles générations, on citera Sexas, on mise beaucoup sur cette relève et cette jeunesse pour effectivement aller s'opposer à Tadej Pogačar et tous les autres. Le Tour, c'est le grand moment du cyclisme mondial. C'est l'événement le plus exposé, il est énorme. Le rendez-vous de l'été. C'est le rendez-vous de l'été, effectivement, on l'attend. Un été sans Tour, c'est presque un été sans soleil. Motte les mots de la bouche. Un été nuageux. Et c'est quand même le sport qui raconte la France. Exactement. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'au-delà de la performance sportive, quel beau message, quelle belle histoire de France que l'on vit au quotidien pendant un mois quasiment. Le succès incontournable et mondial que nous offre le Tour, et il mérite, c'est tout d'abord un spectacle gratuit qui réunit au bord des routes papy, mamie, les enfants avec le camping-car ou ce qu'on veut pour dîner. Et ça, c'est extraordinaire. Et puis, pour nous, Français, en cocorico, quand on voit les images, et elles sont si belles, qu'elles viennent des hélicoptères, des bords, des motos, et notre richesse d'histoire, de bâti, de gastronomie, de tourisme. C'est l'histoire de France. C'est l'histoire de France, et tout le monde apprécie notre beau pays. Et c'est pour cela que la France reste la première destination en termes de tourisme. Même les Français n'arrivent pas à le croire. Et c'est à souligner, c'est très très beau pour nous, et tant mieux pour ceux qui viennent nous visiter. Parallèlement, les disciplines paralympiques et de niche brillent. En boccia, Aurélie Aubert décroche un premier titre européen. En pentathlon moderne, les Françaises remportent le titre mondial du relais. En apnéiste, Arnaud Chebdad bat un record du monde en bipalme, poids constant avec une plongée à 126 mètres.
En BMX, les Français Mathis Rajot-Richard devient champion du monde, champion d'Europe. Et le roller en course, les Bleus explosent. 58 médailles, dont 26 en or, en Allemagne. Comme tu l'as dit, Adrien, ça montre vraiment un magnifique vivier, des athlètes hors catégorie, des passionnés de sport, moins médiatisés mais tout aussi exigeants. Alors j'ai quand même envie de faire ce parallèle qui est finalement assez proche avec le sport les plus médiatisés. C'est vrai que voilà, on a des résultats et ça il faut s'en réjouir, comme tu disais Bernard, dans toutes les disciplines. Ça fait quand même vraiment plaisir de voir que sur des disciplines un petit peu moins médiatisées, on arrive vraiment à faire ce qu'il faut. BMX, on surfe sur ce qui s'était passé lors des JO 2024. Pareil pour l'apnéiste. Voilà, comme tu disais, Adrien fait 126 mètres. Moi, j'arrive même pas à faire 2 mètres. Donc le mec est juste vraiment trop fort. Et après, je voulais quand même en profiter pour souligner quand même des performances comme celle de Louise Boisson. On n'en parle pas forcément là puisqu'elle n'a pas performé avec un titre majeur, mais c'est quand même une performance énormissime avec ce qu'elle a fait à Roland-Garros. On salue Loïs parce que franchement, chapeau après ce qu'elle a subi comme des illusions avec notamment sa blessure. J'ai quand même envie, moi, le passionné de football, de vous parler de la victoire du PSG en Ligue des Champions, même si c'est pas forcément une équipe favorite. Ça reste quand même une grosse performance. Il faut parler des petits clubs, Nicolas. Ouais, exactement, qui n'ont pas beaucoup d'argent. Tout à fait, Bernard. C'est un événement qui reste quelque chose d'exceptionnel. La Exactement. France attendait ce genre de résultat. Tout à fait. Gagner et la le Coupe PSG d'Europe depuis longtemps. pas... Tout à fait. Ouais. C'est vrai que voilà, on aime justement quand le sport français est mis sur le devant de la scène. Je voulais quand même souligner la performance parce que une Ligue des Champions pour un club français, ça s'était pas vu depuis 93 et nos amis marseillais. Donc voilà, c'était important pour moi d'en parler et puis tout ce qui s'ensuit. J'ajouterais, au-delà du PSG, et j'avais la larme à l'œil tellement tu en parles bien, non mais c'est extraordinaire, c'est tellement difficile de gagner un titre européen, parce que les clubs, que ce soit le Barça, que ce soit Munich, c'est extrêmement dur, c'est très difficile, les moyens financiers, mais pas que, toutes ces constellations, toute l'organisation de ces clubs pour arriver au Graal, qui est une Coupe d'Europe, on l'attendait, on est vraiment content, et que ce soit le PSG, tant mieux. Moi, j'ai une émotion particulière sur le rebondissement en discipline paralympique et en boccia. Aurélie Aubert qui nous qu'on a découvert toutes ces disciplines. Championne olympique. Championne olympique, bien sûr. Et la boccia, qui connaissait la boccia, on l'avait entendu parler, on ne connaissait pas. Et on ne savait pas qu'on était performant. Et on a découvert, effectivement, et ouvert à tous les yeux, à tous les gens, bien portants, ou handicap, ou inclusion, tout à fait. En inclusion totale. Tous ces sports nous procurent de la performance, mais beaucoup d'émotions et de chaleur. Et voilà, l'été se poursuit, on continue ce retour en arrière, mais on est au mois d'août 2025, au championnat du monde de natation à Singapour. La France repart avec 8 médailles, 4 d'or, 1 d'argent et 3 de bronze. En BMX mondial aussi, le Français Arthur Pilard devient champion du monde. En cyclisme féminin, on reparle à nouveau de Pauline Ferrand-Prévot dans sa première participation et elle remporte le Tour de France féminin 2025, la première victoire d'une Française dans l'épreuve depuis sa renaissance. Bernard. Voilà un symbole très très fort pour le sport féminin. La renaissance du Tour, effectivement, était quelque chose d'attendu. On ne voit pas pourquoi il y aurait un Tour masculin un petit peu plus grand et beaucoup plus soutenu. Les dames reviennent sur les vélos. La renaissance de cette édition et qui de plus, Pauline qui remporte cette édition. De quelle manière ? Et de quelle manière Elle va aller chercher quand même. Ouais, tout à fait. Elle est très 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 forte, très performante. C'est une belle sportive. Ouais. On peut être fier de l'avoir dans nos rangs, de l'avoir dans notre belle nation. Surtout que voilà, comme on a dit un petit peu plus tôt, elle prend quand même un énorme risque de se consacrer qu'à la route. Donc voilà, elle n'était pas forcément habituée à ça. De quelle manière ? Avec juste une victoire sur le Paris-Roubaix et quelques mois plus tard, le Tour de France. Donc bon, chapeau à elle et puis rendez-vous l'année prochaine. On espère pour elle en tout cas. Aux Jeux mondiaux à Chengdu en Chine, la délégation française, faut en parler, revient 5e au classement des nations avec 38 médailles, 11 or, 11 d'argent, 16 de bronze. Un bilan impressionnant pour une non-édition olympique. Parlons un peu de ces sports qui ne sont pas olympiques justement. Dans d'autres disciplines, en cross de triathlon, le Français Félix Forissier remporte lui le titre européen. Et en pentathlon moderne, mondiaux en Lituanie, l'équipe de France devient championne du monde par équipe. Voilà aussi des sujets qui sont importants. Et ce championnat du monde, ces Jeux mondiaux de
2025, on n'en parle peut-être pas assez, mais ce sont d'autres Jeux Olympiques pour tous ces sports qui n'accèdent pas au Graal des Jeux Olympiques. Il est très important, tu l'as dit Laurent, de parler de tous les sports, de parler de tout sport. Il y a les grands événements et depuis nos amis grecs et le renouveau du Baron, bien sûr, on parle des éditions phares et des événements que l'on connaît qui sont mis en avant. Mais on se rend compte, et tu parlais des World Games 2025, que ça laisse place à des sports un peu moins médiatisés, un petit peu moins connus, un peu moins connus, tout autant pratiqués, et c'est très 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 bien pour les sportifs, pour les pratiquants, pour ceux qui veulent découvrir, et pour faire honneur et rendre hommage à tous ces sportifs tout à fait. qui sont tout aussi valeureux que les grandes stars et les grandes vedettes. C'est très très bien. Et alors donc on passe au mois de septembre maintenant avec la multiplicité de titres mondiaux, de la piste au VTT, de l'eau à l'air. Voilà le mois de septembre 2025. Le mois de septembre 2025 fut un mois incandescent, voire incroyable pour le sport français. En athlétisme, au championnat du monde à Tokyo, Jimmy Gressier s'impose sur le 10 000 mètres en 28, 55 et 77 centièmes. Un triple mondial et un exploit sur une distance mythique. Ouais, c'est un retour en force sur la scène internationale pour lui. Endurance, combativité, tactique, il y a vraiment ce gros mélange qui est là et qui apporte des bons résultats. Surtout que au World Games, au Festival de la jeunesse, c'est les Jeux paralympiques, ce sont des compétitions en fait annexes menées par le CIO et l'IPC. Et pour les athlètes justement, ça permet de se faire la main pour ensuite performer justement sur le devant de la scène, aux normes et à l'exigence du haut niveau. Donc non, on ne peut que saluer justement ce genre de performance puisque comme on l'a dit sur la scène internationale, on voit du bleu, blanc et rouge. Mais je rajouterais juste un petit truc, je crois que lors de ces championnats du monde, il a aussi fait le 5000 où il a fait une médaille de bronze, non ? Non, tu ne te trompes pas de métal. Effectivement, on est tellement ébloui par la performance de Jimmy sur les 10 000 qu'on en oublierait effectivement sa médaille de bronze sur 5000. Et l'athlétisme qui a bien besoin effectivement de retrouver la performance et qui, au sein de sa fédération, est en discussion parce qu'on marque le pas et que c'est loin d'être évident. On sent, et la performance de Jimmy ou les performances de Ginny et bien d'autres, on sent une émergence, un nouvel élan de l'athlétisme français. On en a bien besoin. La France est un pays d'athlètes. Tout à fait. Donc, on a eu un petit trou, on a eu un besoin. Et puis, la concurrence internationale est très, très, très forte. Et donc, il faut s'y adapter, il faut aller les chercher. Et on continue donc en septembre, il y avait aussi plein d'autres sports bien différents avec des titres, notamment en tir à l'arc en poule. Donc aux mondiaux de Gwangju en Corée du Sud, l'équipe de France décroche la médaille d'argent par équipe, ainsi que Nicolas Girard qui est champion du monde en individuel. En duathlon longue distance, Baptiste Domanico remporte son premier titre mondial. En VTT aux mondiaux de Champéry, Victor Koretsky décroche un deuxième titre consécutif de champion du monde en short track. Et la France s'impose en relais mix. Et en plongeon extrême, le vétéran Gary Hunt, 41 ans, ajoute un 11e titre mondial à sa légende. Enfin, en motocross, le Français Romain Fèvre est sacré champion du monde de moto XGP 10 ans après son premier titre mondial. Voilà, ça représente aussi plein de résultats dont on ne parle pas souvent. Cette énumération de titres, cette succession de titres dans toutes les disciplines est diverse, tu viens de le dire. On passe de l'eau au saut, à la hauteur, dans des disciplines qui sont effectivement un peu moins connues, diversifiées. Et tout cela démontre la richesse et la santé du sport français, la jeunesse, l'expérience. Le talent, la diversité et bien sûr tout le travail que font les clubs, que font les organes. Les instances, oui, exactement. Et on est toujours au rendez-vous pour un petit pays que nous sommes, même s'il est beau, il faut rester humble. L'Hexagone est un petit pays, mais sur le plan sportif, il est toujours là, il se renouvelle toujours et c'est remarquable, c'est remarquable.
Et on passe octobre à décembre. Voilà, on continue à dérouler notre bilan. Les sports adaptés, la glisse, l'eau vive, la relève et le rallye. En octobre, l'équipe de France de para-badminton s'illustre au championnat d'Europe d'Istanbul avec 22 médailles, dont 9 titres européens. Une performance remarquable. Le canoë-kayak mondial fournit aussi son lot de médailles. Équipe de France masculine championne du monde par équipe. Et en individuel, des titres de champion du monde pour Nicolas Gestin, Titouan Castric et en kayak cross pour Angel Hugues qui était, souvenez-vous, championne olympique. Je vais faire une redite du propos précédent. Effectivement, du badminton au canoë-kayak, toute cette diversité, on revient encore, c'est spectaculaire. Et on voit là, encore une fois, tout le travail de fond dans chaque fédération, dans les clubs, à tous les niveaux de l'organisation et des organes de discipline. Y compris les disciplines dites petites ou marginales. J'ai du mal à employer ce mot. Il y a un fort potentiel, il y a un fort engouement, et c'est toute la richesse du sport et de la pratique sportive. On continue avec le cyclisme, toujours pareil dans cette période, championnat d'Europe à Étoile-sur-Rhône dans la Drôme. Les Bleus remportent le relais mixte. En paratriathlon, lors des mondiaux à Wollongong, en Australie, les Français reviennent avec 7 médailles dont 4 titres mondiaux. Les parasurf n'est pas en reste avec l'équipe de France championne d'Europe par nation avec 7 titres, 5 d'argent et 5 de bronze. Ouais, surtout que le tableau reste quand même vraiment impressionnant puisque ça prouve, comme tu l'as dit aussi Bernard juste avant, la vitalité du sport. On peut vraiment voir que non seulement il y a des performances, mais aussi des résultats qui en découlent. C'est quand même un tableau très positif qui est au vert. Inclusivité, diversité, excellence à tous les niveaux, c'est ce qu'il faut pour justement aller jusqu'au bout. Comme tu le disais Bernard juste avant, on a sur plusieurs disciplines pas mal de bons petits résultats. Ça crée des carrières, ça crée des objectifs de vie. On voit que justement on le fait bien, comme tu l'as dit Laurent, 7 titres, 5 d'argent, 5 de bronze. C'est quand même du très très bon, tout est au positif, donc on peut les féliciter et que ça soit dans le paralympique ou autre chose, on voit qu'on a des petits champions. En rugby à 13, le Toulouse Olympique 13 a confirmé et remportant le championship, victoire 10-8 contre Newark. Un énorme exploit face aux favoris. Ça doit te faire plaisir Bernard, non ? Oui, ça me fait plaisir, comme toutes les performances sportives, mais je mettrai une petite émotion concernant nos amis du 13. J'ai pratiqué et partagé avec nos amis du Théo quelques années le plaisir du combat de ce noble jeu qui est le rugby à 13. Et tout le travail qui est fait par l'équipe toulousaine et pour le 13 français qui se débat face à l'hégémonie anglo-saxonne, parce qu'il faut savoir que le 13 en hémisphère sud est le premier sport. Il est bien devant le rugby à 15. Donc, et nous en Europe, les amis du 13 se débattent en France pour développer, pour performer dans ce admirable jeu de rugby à 13, dont le Théo, sous la houlette et l'impulsion d'Olivier Dubois, arrive à se replacer et à des titres. C'est très très bien pour notre cité, pour l'activité du rugby à 13. Tout à fait. C'était une annonce aussi, je vais te faire rebondir là-dessus Nico, mais c'est une annonce importante ce mois-ci puisque ils ont annoncé la montée en Super League. Exactement, surtout que le résultat 10-8 contre le favori, c'est quand même porteur de sens puisque ce n'est pas qu'une victoire, c'est quand même une consécration. Ça amène justement, comme tu l'as dit Adrien, à une montée. Alors là, le plus dur justement, c'est d'y rester, parce que comme on le sait dans n'importe quel sport, et notamment le rugby à 13, comme tu l'as si bien dit Bernard, c'est quand même compliqué de faire son trou et de perdurer. Mais ils ont quand même monté quelques marches. L'escalier reste encore long, mais ils vont tout faire pour. On connaît la capacité à performer de nos amis du Théo, donc on se fait pas de soucis pour eux, mais on les félicite justement parce que c'est quand même un très gros exploit.
Et on salue bien sûr Olivier Dubois pour cette perf. Olivier, bravo à ton équipe et à tout ton club. En novembre, en alpinisme, la Française Sophie Lavaux devient la première Française à gravir le sommet de l'Annapurna 4, 7525 mètres. En tir sportif, Clément Bessaguet de Montpellier devient champion du monde de vitesse olympique au pistolet 25 mètres. En BMX, Anthony Jean-Jean devient le premier Français champion du monde. La France remporte aussi le titre européen de baseball à 5. Et en aviron de mer, à Antalya, les Français décrochent 4 médailles. Un bon signe pour l'avenir olympique de la discipline. Je continue avec le sport boule aussi. Notre équipe de France qui décroche 4 médailles, dont 2 titres mondiaux. En windsurf la Française Justine Letemeyer est sacrée championne du monde. Et en sport automobile, grande première, Jules Roussel remporte la toute première FIA F4 World Cup à Macao. Dans la foulée, Dorian Pain, on peut en parler aussi, remporte la F1 Academy. Le championnat 100% féminin au volant de monoplace F4. Un beau programme. Quel déploiement, quelle richesse. On passe d'un sport, il y en a quelques-uns que je connaissais à peine. Windsor Foy, le FIA Academy. On est sur tous les tableaux et toutes les performances, que ce soit les dames, que ce soit les hommes. On est sur tous les registres, dans toutes les activités, toutes les disciplines sur la planète. C'est remarquable. Ça montre la richesse du sport français. C'est surtout les titres, c'est ce que je voulais vraiment faire passer. C'est que sur 2025, quand on fait un peu un retour en arrière, on est présent dans beaucoup de disciplines et avec des titres. Et on performe, c'est ça. Sur les exploits, effectivement, j'ai un petit sentiment pour la montagne. Faut-il souligner les exploits de notre Benjamin, non pas pour faire un jeu de mots, puisque c'est Benjamin Védrine. Ce jeune homme, effectivement, est fabuleux. Il s'expose à des exploits au péril de sa vie, puisque pour la première fois, il a gravi avec son ami. Il ne faut pas oublier qu'il avait un ami qui s'appelle Jean, Nicolas de son prénom. Ils ont gravi, je voulais dire, pour la première fois, la face est du Janus. Ça n'était jamais fait après 14 tentatives. C'est extraordinaire, c'est impensable. Et pour rester sur Benjamin, puisqu'on parle de ses exploits, pour ceux qui font de la randonnée, un peu de montagne, parti de la place de l'église à Chamonix pour atteindre notre sommet européen du Mont Blanc, en ski de rando, il a fait un aller-retour 4h54. Pour ceux qui font de la montagne et qui voient le Mont Blanc assis en train de boire un demi ou un café selon de la place Chamonix, c'est impensable. Alors, on compare effectivement cet exploit et on dit qu'il a gagné de 3 minutes Kylian Jornet. Alors, il faut dire et préciser que les 3 minutes sont ce qu'elles sont, mais ça n'amoindrit pas la performance de Kylian Jornet qui, lui, n'était qu'en chaussures de sport. Donc les comparaisons, il faut faire attention aux comparaisons. Il faut rester dans les comparaisons comparables. En tout cas, on a des très 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 grands champions et qui se hissent très 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 vite et qui descendent aussi vigoureusement. Exactement. Moi, je tiens juste à féliciter quand même, en sport auto, la performance de Jules Roussel, parce que voilà, on connaît quand même l'exigence qu'est le sport automobile. Pareil, hein, côté filles, côté féminin, Dorian Pin qui remporte la F1 Academy. C'est juste des grosses performances. On voit que, mais comme tu dis, Bernard, que ça soit dans n'importe quel sport, on arrive à performer. Et c'est vrai que quand je connais un petit peu l'exigence qu'est le sport automobile, réussir à faire ça dans ces disciplines-là, c'est quand même très très fort. Pour nos amis qui nous écoutent, et ils sont nombreux, et je pose la question, j'ose, qu'est-ce que la F1 Academy, Laurent ? Alors c'est simple, la F1 Academy, c'est été mis en place depuis maintenant plusieurs années. En parallèle de la Formule 1 qui se joue les mêmes week-ends, nous avons une course féminine, réservée féminine, sur des prototypes qui sont strictement les mêmes. Les femmes, donc il y a une vingtaine de véhicules, de voitures qui courent en même temps que avant les hommes sur les circuits et qui disputent ce qu'on appelle la Formule 1 féminin, on peut l'appeler comme ça, et qui dispute cette compétition tout au long de l'année. Et donc Dorian a gagné justement au même titre, si on veut faire une espèce de parallèle, qu'aujourd'hui le champion en Formule 1. Donc ça a son importance. Gagner un titre à ce niveau-là, c'est très important pour les femmes, et surtout que ça lui permet peut-être, elle, d'accéder à ce qu'elle espère, à un baquet de Formule 1 dans les prochaines années. Voilà, et pourquoi pas rêver alors et souhaiter que, puisque la Formule 1, je fais un peu d'égression à notre programme, on n'a que des hommes dans les baquets, donc je ne vois pas en quoi ça ne serait, soyons fous, réservé qu'aux hommes.
puisque nous avions des Michel Mouton qui effectivement rivalisaient avec En rallye. Il y a très très longtemps, elles étaient. Et ça roule aussi. Et pourquoi pas une FM mixte, Laurent? Exactement, Bernard, ouais, j'y ai pensé. C'est une question de compétence, c'est pas une question de. Après, il faut voir physiquement. C'est assez compliqué. Je voudrais justement qu'on Juste un continue. dernier mot là-dessus. On n'a pas parlé d'un Français qui est quand même champion de France, Alexandre Munoz. Je pense il est quand même dans tous ces paquets-là. Un regard sur la performance qu'il a fait cette année, Alexandre Munoz, qui a été aussi à Macao lors de cette dernière course de fin d'année. Ouais, mais comme sur la lignée de ce qu'on vient de dire, c'est vrai que voilà, les performances sont quand même super importantes, puisque comme tu le disais, Laurent, ça reste quand même très exigeant, et pour le coup c'est quand même pas amené à tout le monde, donc que ça soit lui ou les autres peut se féliciter d'avoir des petites graines de champion dans n'importe quelle discipline, et le sport auto notamment. Et d'autres champions, on en a, et je tenais absolument dans cette émission à en parler. En décembre, au Deep Flame Peak, en 2025 à Tokyo, les Français sourds et malentendants rapportaient quand même 9 médailles. Je voulais leur faire un bel hommage à la valeur inclusive de ce sport. C'était important de le souligner. Ces athlètes-là existent malgré les difficultés qu'ils ont parfois à être reconnus. On a aussi une belle performance de notre équipe de France de bowling qui est championne du monde pour la première fois de son histoire. Et enfin, en sport automobile, on va le souligner puisque ça vient de se terminer, le Français Sébastien Ogier qui décroche son 9e titre de mondial au rallye de WRC en Arabie Saoudite. Il rejoint une légende vivante qui rajoute une ligne de plus à son palmarès. Il rejoint son compagnon, l'autre Sébastien. Voilà le bilan que je voulais vous proposer, un bilan posé, tableau riche, vibrant, pluriel, du large à la piste, de la mer à la montagne, du paralympique au très spectaculaire. Le sport français a brillé souvent et à l'international aussi sur des moments mémorables pour cette année 2025. Quelle année Laurent, quelle année 2025 pour le sport français. Alors ce qui ressort surtout, c'est quand même la diversité, la capacité à s'adapter, à exceller, à avoir des résultats, à aller chercher des médailles, à vraiment performer, puisque voilà, dans toutes ces disciplines très différentes, que ça soit du para, que ça soit chez les femmes, que ça soit chez les hommes, il y a du jeune, il y a du moins jeune, il y a de la sagesse, il y a de la fougue, mais il y a surtout des résultats. Et c'est ça qu'il faut quand même souligner, parce qu'on a quand même cette constance. On aurait pu faire une année sur les sports les plus médiatisés, là où on voit le plus souvent les mêmes têtes, mais là pour le coup c'est pas le cas. Merci justement Laurent de mettre en lumière tout ça d'une certaine manière, puisque voilà, on est quand même content, ça donne une belle ouverture sur les sports moins médiatisés. Alors j'ai quand même un œil particulier, puisque je travaille dans une association qui vient en aide aux enfants malades, et forcément quand je vois qu'en para on a de très bons résultats, que ça soit chez les filles comme chez les garçons, moi ça me donne le smile, ça me donne la banane, parce que justement c'est vibrant, il y a beaucoup de résultats positifs, et justement c'est comme ça qu'on fait des graines de champions et des grands sportifs. Merci à toi. Alors, on a beaucoup parlé. Je voulais juste qu'on fasse une petite. On va passer à un petit sujet avant de passer à la mi-temps et de se reposer un petit peu. Cette deuxième partie, j'avais une question à vous proposer sur le sport en France en 2025 pour clôturer un petit peu cette première mi-temps. Parlons de la France, une belle année pour la pratique sportive. Il y a des chiffres, Nicolas, qu'on a un petit peu vu ensemble, qui parlent. Plus de 71% des Français déclarent pratiquer un sport. En Occitanie, on dépasse même les 75%. Vos réflexions par rapport à ça, on vient de parler des résultats. Qu'est-ce que ça vous évoque, vous, de cette France sportive avec une pratique en forte hausse ? On dit que les Jeux Olympiques ont été un petit peu moteurs. Tout à fait. Non, mais ça, Bernard le dira aussi bien que moi, voire bien mieux. C'est quand même énormissime, parce que c'est quand même le fruit d'un travail sur le terrain qui amène de gros résultats, puisque que ça soit les clubs locaux, les éducateurs, les associations, on peut voir que le sport en France a le vent en poupe, et justement quand on voit l'évolution de ces chiffres, on ne peut que s'en réjouir, puisque ça c'est quand même de bon augure pour la suite, puisque quand même le sport pour moi c'est l'école de la vie, et ça résout beaucoup de choses. C'est une manière de s'exprimer, c'est une manière d'inclusion, de s'inclure dans la société, et c'est vrai que justement quand on voit les chiffres à la hausse, on ne peut que s'en réjouir, puisque que ça soit en Occitanie ou en France, tous les facteurs sont au vert, que ça soit dans les grandes disciplines comme les moins médiatisées, comme on l'a dit. Donc c'est juste la continuité des choses, et on ne peut que s'en réjouir.
Bernard, l'héritage de Paris 2024 finalement est bien réel. Je vais pousser le bouchon. Infrastructures rénovées, programme sport pour tous, développement du parasport, des classes sportives. Est-ce que sur ce raisonnement-là, tu le suis? Comment tu vois ça? En quelques mots, puisqu'on puisse, on a bien parlé. Dans ta remarque ou ta question, tu as tout dit. 2024, sur nos terres à Paris, ça a été une réussite totale à tous les niveaux. On voit derrière que l'héritage dont on parle, mais l'héritage c'est quoi? C'est que les Français aiment le sport, font du sport, il y a du sport partout. Donc on a tendance à dire que c'est pas suffisant, j'y suis dedans, pas à l'école, on n'en fait pas assez, on fait du sport. Il faut faire mieux du sport. Il faut que nous soyons plus transversaux au niveau de la gestion des territoires, que l'on puisse travailler beaucoup plus à côté du sport. Et je suis à côté de mon ami Nicolas qui vient de citer ça, Maillot pour la vie. Il faut que le sport, dans les thématiques de lien, de santé physique, mentale, d'inclusion, pour tous, partout, je ne les reprendrai pas, on les connaît, aille beaucoup plus loin et donne du soleil, de l'envie, du sourire, qu'on soit malade ou guéri. Et c'est ça qui est important, c'est ce qui fait la beauté et la force du sport. Et la beauté du sport, tout à fait. Merci à vous deux pour vos analyses de cette première partie. C'était Et si on parlait de sport, la première mi-temps. Ne bougez pas, c'est la mi-temps. Retour rapide au vestiaire. On reprend notre souffle et on se retrouve très vite pour la deuxième mi-temps. Et si on parlait de sport, mi-temps. Devenez supporter de l'émission Et si on parlait de sport? Depuis plus de 125 émissions, l'équipe de Et si on parlait de sport fait briller le terrain médiatique des sportifs, des entraîneurs, des dirigeants, des bénévoles, toutes celles et ceux qui font battre le cœur du sport au quotidien. Nos chroniques, nos interviews, nos reportages touchent chaque mois des milliers d'auditrices et d'auditeurs. Mais pour continuer, pour exister, pour aller encore plus loin, on a besoin de vous. Pourquoi nous soutenir? Parce que vous aimez notre ton vrai, nos sujets humains, nos valeurs fortes. Parce que vous croyez que le sport, ce n'est pas que la performance, mais l'esprit d'équipe, la passion, la proximité. Et parce qu'un média indépendant, ça se défend. Alors avec votre soutien, on peut continuer à produire chaque semaine, à donner la parole aux acteurs du terrain et lancer de nouveaux formats encore plus forts. Alors rejoignez le club des supporters de l'émission. Ici, pas de minimum, pas de maximum. Chacun donne ce qu'il veut, ce qu'il peut. Un simple clic sur et si on parlait de sport.fr ou sur Hello Asso. Et bienvenue dans l'équipe. Allez, on compte sur vous. Devenez supporter de l'émission Et si on parlait de sport. Et faites partie de l'équipe qui fait vivre la passion du sport partout en France. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Retour sur le plateau de Et si on parlait de sport pour cette deuxième mi-temps. Nous portons un regard sur l'année 2026. Une année dense, ambitieuse, riche en grands rendez-vous pour le sport mondial, européen et local. Et toujours avec nous pour décrypter le calendrier, les enjeux internationaux et réfléchir sur ce que 2026 peut signifier pour le sport populaire, pour les clubs, pour chacun d'entre nous. Bernard Pujol, président du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, et Nicolas Coumel-Salver, qui est chargé d'événementiel et de communication pour l'association Un maillot pour la vie. On va reprendre avec vous, messieurs. Vous avez bien pris le temps de vous rafraîchir à la mi-temps. Donc on attaque avec les grands rendez-vous 2026. Cette deuxième mi-temps avec un grand classique de début d'année. Jetez un œil à ce qui nous attend sur la planète sport en 2026. Eh bien, c'est du lourd. 2026, c'est une véritable constellation de rendez-vous. Une année charnière, dense, structurante pour le sport mondial. Parmi les moments à ne pas manquer, on a avant tout... Le Dakar 2026. Toujours un défi monstrueux. Un laboratoire d'endurance mécanique et humaine. Une aventure qui fascine bien au-delà des spécialistes. On a aussi les Jeux Olympiques de la jeunesse 2026, un souffle de jeunesse, une célébration de la découverte du partage, multiculturalisme sportif, c'est l'olympisme dans son expression la plus fraîche. Les championnats d'Europe masculins 2026 de handball, un classique. Les nations phares, un niveau de jeu d'exceptionnel, une intensité que l'Europe seule sait le produire.
Les Jeux Olympiques d'hiver aussi 2026, on repart pour la grande messe internationale des sports de glace et de neige, l'occasion d'un coup de projecteur sur les disciplines magnifiques et exigeantes. Tour de France 2026, la grande boucle, l'événement populaire par excellence en France. Des millions de supporters, des paysages extraordinaires, de la stratégie, de la dramaturgie sportive. Et bien sûr, il y a aussi le Tour de Femmes 2026, Tour de France Femmes, avec une montée en puissance qui continue depuis sa renaissance, une édition particulièrement attendue dans le cyclisme féminin qui poursuit son affirmation. La Coupe du Monde de football 2026, une édition XXL qui s'annonce gigantesque, continentale, émotionnelle. Le sport mondial au cœur d'un événement où chaque match peut changer des destins, le genre de compétition qui paralyse des villes entières et fait vibrer des milliards de personnes. On a le tournoi Destination, cher à notre Bernard, avec hommes et femmes, le rugby dans toute sa splendeur, tradition, ferveur, confrontation, atmosphère unique, un double tournoi désormais incontournable, avec un volet féminin qui ne cesse de gagner en intensité, en qualité et en visibilité, et bien sûr une multitude de championnats mondiaux et continentaux, athlétisme, natation, sport collectif, sport de combat, sport urbain, sport émergent. On sent bien que le calendrier rassemble cette année une carte du monde d'hiver, d'été, sport mécanique, collectif, jeunes, élite, femmes, hommes. On a tous les ingrédients pour performer. Oui, exactement. 2026 s'annonce très très riche en termes d'événements. Il est à souligner que ça ne sera pas une simple année monosport. Donc on a tous les grands événements, Laurent, vous venez de les citer. Donc que chaque année on attend avec grand plaisir et que toute la planète attend. Nos Français sportifs et spectateurs et téléspectateurs attendent également. Une année qui, sous l'impulsion de ces événements et de ces performances, va donner toute l'essentiel et la forme du sport, c'est-à-dire le sport pour tous, que l'on pratique, que l'on soit spectateur, que l'on aime la culture du sport. C'est tout ça le sport et c'est essentiel. C'est cette richesse, ouais, parce que au-delà des podiums, des trophées, des exploits, c'est quand même des rendez-vous qui sont porteurs de messages forts. La jeunesse avec les Youth Olympics, l'inclusion, comme tu l'as dit Bernard, et la progression avec le Tour de France Femmes, et on peut voir que justement l'année dernière ça a quand même bien marché. La modernité avec les JO d'hiver réinventés à Milan cette année. L'universalité avec la Coupe du Monde de football, donc là l'énorme rendez-vous de l'été entre autres, où on espérera ramener la coupe à la maison avec le petit sourire en coin. Et oui, on attend notre équipe de France, exactement. Bien sûr. Et tradition revisitée avec le tournoi des destinations qui t'est cher, Bernard, où justement on essaiera d'aller concurrencer et refaire le coup cette année. Voilà, ça sera une année 2026 qui racontera ce que devient le sport, plus ouvert, plus large, plus engagé, avec, on l'espère, des résultats très positifs à la fin. Ouais, c'est aussi un appel lancé au sport de demain, accessible, diversifié, international et inspirant, Bernard. Oui, et là je pense au sport en général et au sport amateur, à tout ce monde qui fait vivre le sport, les acteurs du sport, les bénévoles, les clubs amateurs au fin fond de nos territoires. Et c'est pour les clubs, les bénévoles, ces grands événements sont des moteurs formidables. Ils nous font rêver, ils donnent envie, ils inspirent, ils nourrissent des vocations, ils créent un effet miroir positif. Et c'est ça l'immensité, la beauté et l'espérance et l'espoir du sport. Quel impact pour les clubs, les bénévoles et les pratiquants, Nicolas, toi qui connais bien ce milieu? Écoute, beaucoup de choses, puisque j'ai envie quand même de parler d'un regain d'intérêt, puisque quand les yeux du monde regardent le sport, forcément ça attire, comme on va pouvoir le voir avec les gros événements sportifs qui vont arriver. Il peut y avoir des non-pratiquants, des personnes qui s'y intéressent pas forcément, qui vont regarder ou tout simplement se dire pourquoi pas pratiquer. C'est quand même des adhésions, des familles qui franchissent la porte des clubs, et ça on s'en réjouit, puisqu'on a pu voir justement en clôturant cette année 2025 que les chiffres d'inclusion et d'adhésion étaient à la hausse, donc ça on s'en réjouit. C'est quand même la naissance ou le renforcement de beaux projets, puisque dans le domaine associatif, j'en connais un petit rayon, scolaire ou sociaux, c'est quand même des collectivités qui se mobilisent et qui se remobilisent, et c'est quand même important pour les valeurs du sport français. C'est quand même la mise en place du bénévolat avec l'âme du sport, des personnes qui viennent, qui donnent de leur
leur temps gratuitement, bénévolement, pour encadrer, pour être justement dans cette proximité et accompagner au plus près et au cœur de l'action. On en a vraiment besoin puisque sans eux, il n'y aurait pas d'événement. C'est quand même un énorme pilier et une ouverture vers plus de diversité, plus de pratiques, des sports d'hiver, du cyclisme, des sports collectifs, loisirs, sports urbains. 2026 va y avoir vraiment un énorme élan. On est content de s'en réjouir puisque c'est sur la lignée des précédentes années. La question qu'on peut se poser, comment faire pour éviter que le sport de haut niveau ne cannibalise pas la pratique quotidienne, en rappelant que le sport ne se résume pas à ce que l'on voit à la télé, mais à ce qu'on vit chaque semaine ensemble. Oui, la question est entière et elle est bonne à se poser. Après, on oppose, parce que ça paraît très éloigné, mais c'est pas antinomique. Nous avons besoin effectivement de plus en plus de performances et de moyens. Et le professionnalisme dans toutes les activités est indispensable. Alors on le traite un petit peu quelquefois avec méprise. Alors il faut un petit peu l'accompagner. Mais quand on vit avec les sportifs, on se rend compte qu'un sportif est un sportif. Qu'il joue, qu'il pratique seul ou en collectif dans son village ou dans sa cité, il vit pareil, il est animé des mêmes lois humaines et de conscience et de réflexion. On ne peut pas les opposer. Ils vivent les mêmes choses, les mêmes émotions, ils ont le même amour, le goût de l'effort. La différence, c'est la performance et c'est le porte-monnaie, effectivement, puisque l'économie du sport, elle est énorme. Et il est bien normal que les clubs, les structures et les participants en reçoivent les royalties, même si quelquefois, elles dépassent un peu l'entendement. Mais ça, c'est un autre domaine. Donc, il faut travailler ensemble, s'accompagner, s'écouter, s'entendre, faire en sorte qu'on ne nous oppose pas, qu'on ne s'éloigne pas, parce que c'est pas vrai. On n'est pas à l'intérieur du sport. On sait gérer ces disparités. Ce qui paraît nous éloigner est en fait peu de choses à côté de ce qu'on vit. Et on le voit dans le sport. Et Nicolas, que j'ai en voisin, on a partagé une très très belle soirée. Et on avait des sportifs, on avait de très haut niveau, des gens qui sont venus discuter à l'étable, faire un sourire à un enfant, Tout à fait. aller leur rendre visite. Et le sport, Ça crée des moments précieux. c'est ça qui nous réunit toujours. Et c'est ce qui fait que cet accompagnement, où il faut être vigilant, effectivement, pour pas que ça nous oppose. On parle que d'argent, et avec un monde amateur qui, effectivement, en a un peu besoin ou toujours un petit peu plus besoin. Tout à fait. Et un monde richissime, planétaire, qui va effectivement vers un libéralisme total. On entend parler de ligues privées, on entend parler de pharaoniques jeux. Super League. Donc, attention, effectivement, aux dérives qui pourraient nous éloigner un petit peu de l'âme, Des valeurs de la mêmes. beauté du sport et de ses valeurs. Mais il n'y a pas d'inquiétude. Le sport est bienveillant et les personnes qui gèrent le sport, qui viennent du sport, savent ce qu'est le sport et seront très très vigilants et accompagneront tout ça, je suis persuadé. Ouais, tout à fait. Tu me fais une belle passe décisive, Bernard. Alors, à toi de choisir si elle est au pied ou à la main. J'ai ma petite idée. Du caviar. Le caviar, exactement. Mais c'est vrai que voilà, il faut quand même veiller à ce que la médiatisation massive ne déséquilibre pas ce paysage, puisque voilà, on sait quand même que le sport local doit rester accessible. C'est ce qui fait son charme. Et puis, dans tous les cas, on le voit, hein, les sportifs, que ça soit au niveau ou un petit peu moins, restent quand même des humains, alors que ça soit justement au haut niveau ou ailleurs. Ils sont médiatisés, certes, mais on sait que ça vient d'en bas, puisqu'ils ont tous commencé quelque part. Et voilà, pour la plupart, ils ont commencé au plus bas. Donc c'est quand même important de leur faire ce petit clin d'œil, la proximité, le lien social, la simplicité, la mixité, c'est juste des mots forts, des valeurs sûres. Et c'est de là où tout part finalement, hein, parce que comme tu l'as très bien dit, on a partagé une très belle soirée avec l'association. Quand on voit ces sportifs qui viennent faire sourire les enfants, on voit l'humain qu'il y a derrière, et justement, il y a ce côté médiatisation qui prend le pas, mais ça reste quand même des personnes lambda, normales, qui sont là au profit de quoi? Des belles valeurs du sport. Ils font sourire, Nicolas, et il est à noter qu'en sport, ils font sourire, mais ils rient et ils sont heureux eux-mêmes. C'est ça qui est très important. Tout à fait. Je vais juste prendre partie de cette petite aparté sur cette soirée de gala. Je pense que 25 ans, ça se fête. Pour la petite anecdote, moi, j'en ai fait partie et j'ai participé à cette soirée de gala, et c'est toujours magique de voir les enfants malades qui ont les yeux rivés sur les sportifs, qui sont émerveillés, qui passent des moments incroyables. Enfin, moi, aujourd'hui, je suis bénévole depuis 20 ans.
Et c'est la première année que j'avais en tête d'offrir quelque chose pour l'association, car je suis très reconnaissant de ce que vous faites et ce que tout le monde fait pour ces enfants malades. Donc encore un grand merci à l'association et tous unis pour aller encore récolter de l'argent pour vivre des rêves aux enfants malades. Et juste prolonger et être dans la continuité des belles valeurs sportives, comme on l'a dit tous les 4. Adrien, pensons aux familles également, parce que l'enfant est malade, effectivement, et c'est très, très difficile, bien sûr, pour l'individu lui-même en état de maladie. Mais ce que l'on peut constater, c'est l'accompagnement et le soutien des familles. Qui, au travers des associations, du sourire, de l'accompagnement, de la prise d'intérêt, de la reconnaissance, ça n'oublie pas la douleur d'un enfant. Je suis papa, papy, ça ne peut pas effacer la douleur. Mais on sent qu'il y a un petit rayon de soleil et que le sport réchauffe et qu'il est là et qu'il nous fait comprendre l'effort, endurer ce qui est pénible. C'est ça le plus important. Oui, et puis pour ajouter, tu as tout à fait raison Bernard, je pense qu'il y a aussi la famille, la phobie, c'est important. Mais vous savez, quand vous êtes parent, que vous avez un enfant handicapé, je pense que le voir heureux comme il l'est lors de ces soirées-là et rencontrer les sportifs dans les hôpitaux, lors des goûters, pour ma part qui en a fait énormément, je pense que voir son enfant sourire et passer au-dessus de la maladie dans ces moments-là, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Et moi, j'encourage tous les parents à essayer de s'investir et d'accompagner un peu plus leur enfant dans cette douleur qui peut être après une source de motivation. Moi, je sais que pour ma part, j'ai une famille en or. J'ai eu tout dans ma vie. J'ai été accompagné parfaitement. Aujourd'hui, je suis bien, mais parce qu'il y a eu ce suivi aussi. Et les parents doivent se dire, c'est pas parce que on a un enfant handicapé que ça va être différent. Non, c'est pareil. Dans tous les cas, le sport va rassembler des moments pour votre enfant qui vont être gravés à jamais. Tu vas nous plomber l'ambiance. Tes mots sont touchants, mais il faut le prendre avec courage. Et c'est ensemble, quel que soit notre état. Physique, mental et la douleur. Et tes mots sont touchants et tu le vis, tu l'as vécu en plus. Et ça a d'autant plus de valeur et c'est ça qui est important. On va revenir au sujet. Comment on va pouvoir tirer parti finalement de 2026, Bernard ? Alors, 2026, on en a fait la prévision. C'est un programme, on va se faire déglinguer à la maison. On ne va pas être décollé de la télévision ou des stades. Ça va être très compliqué. Enfermé devant la télé. Enfermé devant la télé, voilà. C'est un nouveau style de sport, en fait. Voilà, on parle de e-sport, mais peut-être qu'on pourra parler de, je sais pas moi, banquette sport ou... Canapé sport. Canapé sport, ouais. Voilà. On pourrait créer un nouveau boulot, non ? 2026, c'est sur la continuité des années que l'on vient d'énumérer, 2025, mais chaque année c'est un rebondissement. 2026, c'est une véritable revitalisation de l'activité sportive locale. Et pour rebondir et pour que ça amène à des orientations et à des pistes de dynamique, ce qui fait la richesse et le rebondissement et la formation et toute l'éducation sportive, c'est qu'il faut ouvrir de plus en plus le sport aux jeunes, ouvrir des sections jeunes, qu'elles soient à l'école, qu'elles soient dans la cité, dans toutes les instances. Il faut encore plus d'initiatives en faveur des dames, des filles. Encourager les pratiques mixtes et les formats innovants. Il faut investir dans le sport santé, bien-être, les pratiques douces et toute forme intergénérationnelle dans les activités. Il faut profiter de ce regain pour avoir la force et l'envie de renforcer la valorisation du bénévolat et de l'engagement citoyen. Sur ce point, effectivement, on parle souvent du bénévolat. Le sport est soutenu, maintenu et vitalisé par les associations. Dans notre pays, les associations, c'est quoi ? Eh bien, ce sont des bénévoles, comme nous, comme vous, moi. De la petite main, oui. De la petite main, oui, la petite main. Et on vient apporter ce que l'on peut, ce que l'on sait. On le fait sans tricher, on ne fait pas plus, on ne fait pas moins. Et on apporte, et c'est tout simplement ces gouttelettes de rosée, ces graines de sable, qui font la richesse et la force du sport français et qui contribuent à tous les résultats qu'on vient d'énumérer. Et à cette belle réussite. Et à cette belle réussite, Nicolas. Oui, tout à fait, Laurent. Surtout que, pour le coup, on constate que, voilà, comme tu l'as dit, Bernard, ça c'est vrai que
sur le bas, les bénévoles sont quand même un gros fondement et les piliers de ce qu'on peut appeler une réussite collective, puisque comme on disait un petit peu précédemment, c'est vrai qu'à l'image on voit forcément le résultat fini avec les sportifs qui eux performent sur le terrain, mais il faut aussi se dire que c'est un travail d'une grosse équipe qui est le sport français à différentes échelles, au plus bas comme au plus haut. Et j'ai quand même envie de rebondir sur ce que tu as dit, Bernard. Pour l'élite 2026, ça va quand même aider à redéfinir ce qu'est la réussite, puisque déjà on va être sur la continuité de 2025, quelle année, 2024 également avec le surf sur les JO, mais pas seulement avec du palmarès, une capacité à inspirer, à ouvrir des portes, à faire rêver, à créer du lien. C'est ce dont on a tous besoin, c'est ce qui justement crée des carrières, crée des graines de champions. On veut continuer là-dessus, c'est pour ça que justement l'année 2026 sera riche en possibilités. Branchez-vous télé, restez sur le canapé et puis on verra tout ça. Et suivez, et si on parlait de sport également. Et oui, Bien donc évidemment. merci pour la balle que tu m'envoies. Effectivement, je vais essayer de transformer, Bernard, Caviar pour rester encore. dans ton jargon, mais c'est aussi, bien sûr, ce qui fait l'ADN de cette émission. Et si on parlait de sport, que l'on a créé en juin 2023, donner la parole aux clubs, aux bénévoles, au monde amateur, tout autant qu'aux champions, relayer les histoires, les ambitions, les difficultés et les réussites. C'était un pari qu'on a tenté avec l'aide, effectivement, Bernard, est précieuse de ton aide et de tous ceux qui t'entourent. 2026, c'est pas seulement une année sportive, c'est aussi une année d'opportunités pour les grandes nations sportives, pour les clubs locaux, pour les bénévoles, pour les familles, pour chacun d'entre nous. Entre Coupe du Monde, Jeux Olympiques d'hiver, 6 nations, Dakar, Tour de France, handball, jeunesse, cyclisme féminin, tout converge vers une année riche et inspirante. Mais la suite dépend de nous, de notre capacité à nous engager, à faire vivre les clubs, à encourager les jeunes, à défendre les valeurs du sport. C'était, et si on parlait de sport, la deuxième mi-temps. Ne bougez pas, tout de suite à la prolongation avec le quiz spécial jour de l'an entre notre ami Bernard et Nicolas. Et si on parlait de sport, la prolongation. Et voilà, donc on va partir pour cette prolongation avec le quiz du jour entre Bernard et Nicolas. Adrien, c'est toi le maître du jeu. Ouais, À toi. aujourd'hui, c'est moi qui lance les hostilités. Première question. Dans quel sport la France a-t-elle remporté 6 médailles d'or au championnat du monde 2025, en totalisant 13 médailles au total? A. La natation. B. Le biathlon. C. Le tennis. Et D. L'haltérophilie. D'abord Bernard, ta réponse? La natation, bien évidemment. Donc déjà, on fera l'inverse tout à l'heure, à toi. Haltérophilie. Il y a eu les deux. Et non, c'était le biathlon. C'était la question de chauffe. Donc ça nous fait 0-0. Question 2. En 2025, quel événement du cyclisme a vu une victoire française notable? A. Le Tour de France homme. B. Le Tour de France femme. C. Le Paris-Roubaix. D. La Vuelta. Donc Nicolas, cette fois-ci, Il y a deux réponses possibles. une seule réponse. Une seule. Victoire française notable. Victoire française notable, je vais dire la réponse B. Et là, je vais gagner. Parce que j'ai beaucoup réfléchi, j'ai jamais laissé un peu de temps. C'est Paris-Roubaix. Tour de France femme. hein. C'est le Tour de France femme, mais Bien c'est sûr. vrai que quelque part, Bernard n'a pas tort. C'est pour ça que j'ai demandé s'il y avait Parce deux, que deux le- bonnes voilà, réponses. Et en plus d'avoir perdu, ils me disent que j'ai pas tort. Je veux dire, c'est dans les défects qu'on construit Tu les n'as pas victoires. complètement Tout tort, à mais fait. la réponse, c'est effectivement le Tour de France femme qu'on a mis un petit peu au-dessus, finalement, de Paris-Roubaix. Puisque, bien sûr, on parle de toujours la même personne qui, finalement, a été a vaincu dans les deux épreuves. Hein, Pauline Ferrand-Prévôt, on voilà. embrasse. Oui, on a salué. Mais 1-0 quand Très même grave pour de Nicolas. On va rester sport, Bernard. Je prends la tête. C'est le sport. Je m'incline. Il prend la tête 1-0. Pour nous, nos auditeurs, vous inquiétez pas, c'est de bonne guerre. Question 3. Lors des World Games 2025 à Chengdu, combien de médailles d'or la France a-t-elle remporté? A. 25. B. 38. C. 50. D. 12. Bernard, 12 médailles. 12 également.
Alors pour la petite histoire, je le rappelle, on l'a annoncé tout à l'heure, les World Games 2025 à Chengdu, c'était 38 médailles qu'a remporté la France. Pourquoi on veut les voir aussi bas, Bernard? Non, c'est 38, ouais. On n'a pas écouté. 38, c'était dit tout à l'heure, mais c'est pas grave, c'est sport, donc on est toujours pour l'instant domination de Nicolas 1-0. Bernard, il va falloir marquer un point là, absolument. Hein, je suis un peu sur les talons. T'es un peu sur les talons. Sa fougue c'est ça. me déstabilise un peu. Allez, donc ça va être Nicolas qui va répondre à la prochaine. Question 4. Quel nageur français a remporté la médaille d'or sur 50 mètres papillon lors des championnats du monde 2025, donnant la première médaille or tricolore à la nation cette année? A. Léo Marchand. B. Johan Endoy Broard. C. Maxime Grousset. D. Jérémy Delbois. C'est Maxime Grousset. Bernard. Oui, je papillonne avec Nicolas aussi. C'est Maxime Grousset, oui. Et voilà, c'est une victoire, mais ça fait 2-1 malgré tout. Alors, comme on est sport, Nicolas, on va tout remettre sur la dernière question. Mais évidemment, on va bien la sûr. jouer, Bernard. Je le souhaitais fortement. Voilà. Je gagne là-dessus en plus. Alors, c'est une question là qui va toucher un événement que l'on va suivre bientôt, c'est-à-dire les sports d'hiver. Question bonus. Quel sport doit faire son apparition au JO d'hiver 2026? A. Le ski alpin parallèle. B. Le saut à ski féminin par équipe. C. Le skeleton sprint. D. Le ski alpinisme. C'est qui débute? Le vainqueur? Le plus rapide. C'est moi, ski alpinisme. Pareillement. Le copie. Stratégique, Bernard, t'as vu? On va être fair play. On va être fair play parce qu'effectivement, Bernard avait quand même donné la réponse. Donc voilà, on va faire, comme on dit au judo, ikiwake, c'est-à-dire match nul. Voilà, fair play les deux, puisque vous avez finalement trouvé. Bravo en tout cas d'avoir participé à ce quiz. Si vous écoutez l'émission, n'hésitez pas à reprendre ce petit quiz et à jouer entre vous. Merci à tous les deux pour votre sportivité, votre disponibilité, votre passion. C'était un vrai plaisir de partager l'antenne avec vous pour ce dernier jour de l'année. Avant de conclure, je voudrais quand même cette émission, un petit message, un souhait que vous aimeriez adresser aux auditeurs et au monde du sport en 2026. On vient de vivre un bon moment, on a livré aux gens un beau moment de cette émission sportive spéciale. Nicolas, un petit mot. Par où commencer, si ce n'est déjà de te remercier, Laurent, ainsi que toi, Adrien, pour l'invitation qui était juste géniale, puisque j'ai passé un très bon moment. Ça a été très sympa justement de refaire le récap 2025 et cette projection 2026. Merci à Bernard justement de m'avoir accompagné à l'antenne et au micro. Quelques mots, difficile justement d'en dire quelques, mais voilà, de ne prévoir et de souhaiter que de la réussite, puisque justement là on était sur la thématique du sport, des résultats, des prouesses, mais voilà, surtout la santé. J'en connais un rayon par rapport à ma profession. Nous, en plus, pour la petite anecdote, on va amener, du moins on a comme gros objectif d'amener des enfants aux Jeux Olympiques d'hiver 2026 à Milan. Donc voilà, une petite escapade milanaise serait de bon augure et apporterait beaucoup de baume au cœur à ces petits loulous qui le méritent beaucoup. Donc voilà, dans cette continuité, souhaiter de la réussite à ceux qui en ont le plus besoin. Ramener la coupe à la maison pour nos amis footeux, puisque voilà, j'ai quand même ce sourire en coin dès que ça parle de la pelota ronde, mais voilà, que du positif, c'est ce qu'on va souhaiter dans la lignée de toutes ces belles années. Merci à toi, Nicolas. Bernard, un petit mot. Nicolas, je reprends tes mots. Les remerciements, tout d'abord, à Laurent, qui impulse depuis 2023 cet espace podcast réservé aux acteurs et à ceux qui font les sports. C'est remarquable et merci. Merci, Adrien, Nicolas, d'avoir partagé ce très bon moment, ce bilan et ces perspectives avec un peu d'humeur, d'humour, mais toujours d'entrain. Et après tout, ce n'est que du sport. Ce que je voudrais dire à ceux qui nous écoutent, il faut faire du sport. Je veux dire, les résolutions, on les aura après la dinde et les marrons, après une bonne fiesta avec les amis. On va refaire du sport, on va aller voir du sport, on va accompagner ses enfants au sport. On s'ouvre, on se fréquente, on partage, et toujours en respectant les valeurs du sport, c'est-à-dire s'écouter, se respecter, s'entraider.
s'entraider. Voilà. Je voulais aussi, tu n'en souffriras pas, tu dis ta belle action. C'est un maillot pour la vie que tu accompagnes et que tu mènes bien. C'est pas dire du mal ou de la publicité à cette belle association que vous menez. Merci et Bernard. qui donne et qui guérit l'âme des enfants. Et encore félicitations. Et le sport, c'est ça et c'est tout ça. Et il faut absolument y croire. Le sport va bien, donc il faut qu'on aille bien. Tout à fait. Un petit mot, Adrien, pour conclure. Moi, je vais refaire comme les deux acolytes qui sont en face de moi. Merci Laurent, déjà de m'avoir fait donner l'opportunité de rentrer dans cette émission. Ici, on parlait de sport. Je pense qu'on s'est rencontrés à un moment où j'en avais besoin. J'avais besoin de faire d'autres choses, de découvrir d'autres choses. Devenir chroniqueur et parler à la radio, ça me fait énormément de bien. Ça me fait travailler l'oration, ça me fait découvrir énormément de sport, rencontrer des belles personnes. Sur le plan sportif, moi je souhaite que l'inclusion soit au centre même de l'année 2026. Je pense que j'en ai une cause. Je suis actuellement sportif de haut niveau et je fais du crossfit adaptif depuis 4 ans. Et aujourd'hui, je souhaite que tous ces champions handicapés puissent faire du sport, que les gens qui sont en situation de handicap puissent aller dans les clubs dits normaux et qu'ils ne soient pas obligés d'aller dans des clubs spécialisés, parce que c'est pas ça la vraie vie. Pour la connaître, je pense que c'est le goût des choses, c'est se mélanger aux autres, c'est raconter son parcours, essayer d'évoluer. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est énormément d'ambition. Il faut que tout le monde ait des ambitions dans ce milieu-là, que tous les athlètes qui soient en situation de handicap puissent rêver et continuer à vous battre pour atteindre les objectifs que vous avez à atteindre. Et il n'y a que un mot d'ordre, c'est vous contre vous-même. Si vous voulez y arriver, vous allez y arriver. Merci à tous les trois. Bonne année en tout cas à 2026. C'est la fin du match et de cette 134e émission de Si on parlait de sport. Merci Bernard, merci Nicolas, merci pour vos analyses, votre enthousiasme d'avoir accepté de troquer vos tenues de président et de chargé de communication pour enfiler celles de consultant dans cette émission. Et si on parlait de sport spécial jour de l'an, ce fut un plaisir de partager l'antenne de ce dernier jour de l'année avec vous. Merci bien sûr à nos partenaires, LG Consultants, Semper Connect, le magazine Sport Région avec André Lafenêtre, l'agence Bellombra avec Bruno Hamet. Un merci tout spécial à notre équipe de l'émission. Et si on se parlait sport, animatrices, animateurs, chroniqueurs, consultants, bénévoles qui œuvrent chaque semaine pour faire vivre cette émission autrement et intensément. Merci à toi Adrien pour m'avoir accompagné dans l'animation de cette émission spéciale jour de l'an. Et merci à vous qui nous écoutez, auditrices et auditeurs fidèles. Continuez à nous suivre, à liker, à commenter et à partager. C'est vous notre moteur. Bonne année 2026 pour encore plus de sport, de passion, d'histoire vraie. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Et n'oubliez jamais, le sport, c'est la plus belle des aventures humaines. C'était Et si on parlait de sport, une émission qui nous rappelle que le sport, c'est avant tout une affaire de volonté, de passion et de dépassement de soi. On se retrouve l'année prochaine pour une 135e émission de Et si on parlait de sport. À très vite. Et d'ici là, continuez à vivre le sport autrement. Salut à tous. Salut à tous, bonne année. Bonne année, bonne fête à tous.